Cette couverture d'immunité, comme nous l'avons dit, en deux volets, c'est d'abord l'irresponsabilité. Quand vous prenez l'article 107, premier alinéa, il est interdit de poursuivre un député, de le rechercher, de l'arrêter, de le détenir ou de le juger pour ses opinions. Donc, les opinions et les votes. Et les votes. Deux éléments principaux. Oui. On estime qu'on doit les sécuriser, il doit être indépendant et agir en âme et conscience dans l'équité politique et dans l'intérêt supérieur du peuple, puisque lui, il est mandataire. C'est le peuple mandant, le peuple qui est mandant qu'il a envoyé. Alors il faut le sécuriser pour qu'il puisse servir le peuple. Deuxième volet, où les gens veulent frauder, c'est le volet des privilèges. Le premier volet, le député est irresponsable. Le deuxième volet, c'est le privilège. Alors, il est responsable, mais il est couvert de privilèges. De juridiction et de poursuites. Non, de poursuites. De poursuites d'abord. C'est ainsi l'on dit. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les cas. Ça veut dire, les parlementaires est poursuivable. Mais il faut l'autorisation. Quand? Lorsqu'il est en session. C'est ça la nuance détail. L'on dit, lorsqu'il commet les infractions qui ne cadrent pas avec ses fonctions de député. Ça veut dire l'opinion et les votes. L'opinion et les votes, on peut les poursuivre. Un député qui a tué, qui a tamponné, l'homicide involontaire, on peut les poursuivre. Qui a violé, qui a détourné. Qui a violé, on peut les poursuivre. Maintenant, cette fois-là, on vous dit, si nous sommes pendant la session, les poursuites sont subordonnées à l'autorisation de la plénière. C'est le cas des figures de privilèges. Donc, il est privilégié. Pour les poursuivre, il faut qu'on soit autorisé. Ce n'est pas seulement pour les députés. Ça existe pour les OPJ, les inspecteurs de l'ANER. Pour les poursuivre, il faut que l'AG autorise. C'est un privilège de poursuite. Dans ce deuxième volet, il y a un premier point, c'est l'autorisation quand on est en session. Le deuxième point, où les gens veulent violer ou profiter ou frauder, c'est ce que tu as épinglé au point 3 de l'article 107. L'on dit en dehors de la session. C'est ça la question. Maintenant, on dit, si pendant la session, pour les poursuivre, il faut l'autorisation de sa chambre. Maintenant, s'il est en dehors de la session, comment on fait? La Constitution a répondu à la question. L'on dit, si l'on est en dehors de la session, aucun parlementaire ne peut être arrêté. Il faut attendre la session. Ne peut être arrêté. On ne dit pas, on ne peut pas les poursuivre. C'est l'arrestation d'un parlementaire pendant qu'il est en dehors de session qu'on doit avoir l'autorisation de son bureau. Mais les poursuites sont libres. Ah, donc on peut le poursuivre, mais sans pas l'arrêter. D'accord. C'est ça, c'est ce que dit la Constitution. Mais pour l'arrêter, il faut l'autorisation. Il faut l'autorisation. Et là, c'est lorsque le procureur a fini le travail de poursuite et qu'il y a des indices sérieux de culpabilité et qu'il faut l'arrêter. À ce moment-là, on demande l'autorisation. Autorisation au bureau. Ça, c'est en dehors de la session. C'est ça ce que dit la Constitution. Aux articles 107. Le premier volet, comme nous l'avons épinglé, c'est l'irresponsabilité de ses opinions, de tout ce qu'il fait pendant qu'il exerce. En dehors de la session, vous avez la Constitution qui dit les poursuites sont libres contre un parlementaire, mais l'arrestation est subordonnée à l'autorisation du bureau. Alors, le troisième numéro de cette semaine, Face à Face. Aujourd'hui, on va revenir sur les questions politiques maintenant et nous appesantir essentiellement sur la 4e République, parce que j'en ai parlé souvent et j'en parle encore. Et avant de commencer ces croisades qu'on va commencer à faire, j'appelle ça comme ça, les croisades de la 4e République,
On va discuter avec Maître Eddy Kantabilinga, avec qui on a parlé d'une émission qui a fait le tour du monde, cette émission sur la nationalité, sur le verrou même de fonctions présidentielles. Il a fait une révélation sur l'article 4, disons la loi de 81. Mais aujourd'hui, on va parler des immunités parlementaires et de la 4e République. Comment on va nous en sortir? Clin d'œil à tous les scientifiques et amoureux de la science. Je vous invite à la grande réflexion. Eddy Kantabilinga, bonjour. Bonjour, M. Christian Bossembe. Alors, on a vu que vous êtes, vous respectez les signes barrières. On a 1 mètre de distance, je crois 2 ou 3 mètres déjà même de distance. Donc, vous pouvez retirer votre masque sans aucune crainte. Merci beaucoup, M. Christian Bossembe. Vous savez que la Covid est là, 3e vague. Ça décime les vies humaines. Pour respecter l'ordre du chef, nous devons en être les chantres pour la promotion, appeler les gens au respect des gestes barrières, parce que dans la loi congolaise, l'actuelle constitution, la vie est sacrée. Ok. Alors, c'est vrai qu'après avoir donné votre point de vue sur la question de la Covid, je voudrais qu'on entre directement pour ne pas perdre beaucoup de temps. On a 45 minutes top pour réfléchir, essentiellement. Quant à Bilinga, quand j'ouvre ma constitution, par exemple, l'article 107, voici ce que je lis. Alors, c'est l'article 107. C'est le 3e paragraphe des immunités et des incompatibilités. Il est dit ceci. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Point. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. En dehors de session, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Enfin, la détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Maître Eddy, c'est le paragraphe, je dis c'est la disposition constitutionnelle qui fait mal à plusieurs personnes. Pour plusieurs personnes, c'est une consécration à l'impunité. Pour d'autres, c'est une couverture extra-compréhensible du vol, du détournement et tout le reste. Quelle est la compréhension exacte que nous pouvons nous faire de cette disposition? Au mieux, que dit exactement ou que veut dire le législateur, l'esprit et la lettre? Merci beaucoup, cher ami Christian Bossembe. Je suis fier et flatté parce que chaque fois qu'on débat avec vous, nous avons en main nos bréviaires. Notre bréviaire pour tout juriste sérieux qui se respecte, en l'occurrence vous et moi, c'est la Constitution. Je suis aussi flatté parce que la question que vous me posez transcende les débats politiques et réside ou loge dans les droits. Quand on pose pareille question dans un débat de haute facture, tu utilises une méthode scientifique. Tu as le corpus, l'instrumentum, tu lis et tu poses la question. C'est pour permettre aux téléspectateurs qui suivent l'émission de se rendre à l'évidence de la pertinence de la question. Les immunités.
Mon cher ami Christian Bossembe, remontons dans l'histoire du temps passé pour trouver l'origine. Ce que nous avons, c'est une copie collée qui se justifie par le passé. Par le passé, le législatif était en face de l'exécutif qui avait autant de pouvoirs. Avec ce pouvoir, l'envoyé du roi, qui est le procureur, pouvait arrêter à tout moment les parlementaires pour ses opinions, pour tout ce qui ne plaisait pas au roi. C'est en Grande-Bretagne, aux années 1600, que naît la question des immunités parlementaires pour permettre au Parlement de jouer son rôle en toute indépendance vis-à-vis du roi ou du pouvoir exécutif. Là, ça a évolué. On a même changé. Parce qu'il y a eu des courants qui ont estimé que couvrir ou rendre les parlementaires avec autant d'immunité pour échapper aux poursuites, alors qu'il n'est pas un citoyen différent des autres. Parce que cette constitution aussi vous dit tous les citoyens sont égaux devant la loi. L'article 12 de la Constitution le dit clairement que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Maintenant, quid alors d'un parlementaire qui doit échapper si ses propos sont irrévérenciés, si ses propos violent la loi? Pourquoi il doit être sécurisé? Les constituants estiment, pour protéger la fonction et les mandats du député, les couvrir d'immunité. Cette couverture d'immunité a des volets. Il y a le premier volet, c'est l'irresponsabilité pénale du député, du parlementaire, du sénateur, du député provincial. On proclame à l'article 7, au premier volet, l'irresponsabilité pénale de ses propos pendant qu'il siège, pendant qu'il est en plein exercice de ses fonctions de député, de sénateur, de ses propos, de ses votes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on votait contre la proposition du roi, tu pouvais faire objet de poursuite. Le roi était en train de diriger les débats parlementaires. Alors, pour le couvrir des députés qui avaient une opinion dissidente, on devait couvrir l'ensemble des députés des immunités. Cette couverture d'immunité, comme nous l'avons dit, en deux volets, c'est d'abord l'irresponsabilité. Quand vous prenez l'article 107, premier alinéa, il est interdit de poursuivre un député, de le rechercher, de l'arrêter, de le détenir ou de le juger pour ses opinions. Donc, les opinions et les votes. Et les votes. Deux éléments principaux. Oui. On estime qu'on doit les sécuriser, il doit être indépendant et agir en âme et conscience dans l'équité politique et dans l'intérêt supérieur du peuple, puisque lui, il est mandataire. C'est le peuple mandant, le peuple qui est mandant, qui l'a envoyé. Alors, il faut le sécuriser pour qu'il puisse servir le peuple. Deuxième volet, où les gens veulent frauder, c'est le volet des privilèges. Le premier volet, le député est irresponsable. Le deuxième volet, c'est le privilège. Alors, il est responsable, mais il est couvert de privilèges. De juridiction et de poursuites. Non, de poursuites. De poursuites d'abord. C'est ainsi l'on dit. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les cas. Ça veut dire, les parlementaires est poursuivable, mais il faut l'autorisation. Quand? Lorsqu'il est en session. C'est ça la nuance détail. L'on dit, lorsqu'il commet les infractions qui ne cadrent pas avec ses fonctions de député. Ça veut dire l'opinion et les votes. L'opinion et les votes, on peut les poursuivre.
un député qui a tué, qui a tamponné, l'homicide involontaire, on peut le poursuivre. Qui a violé, qui a détourné. Qui a violé, on peut le poursuivre. Maintenant, cette fois-là, on vous dit, si nous sommes pendant la session, les poursuites sont subordonnées à l'autorisation de la plénière. C'est le cas des figures de privilèges. Donc, il est privilégié. Pour les poursuivre, il faut qu'on soit autorisé. Ce n'est pas seulement pour les députés. Ça existe pour les OPJ, les inspecteurs de l'ANER. Pour les poursuivre, il faut que l'AG autorise. C'est un privilège de poursuite. Dans ce deuxième volet, il y a un premier point, c'est l'autorisation quand on est en session. Le deuxième point, où les gens veulent violer ou profiter ou frauder, c'est ce que tu as épinglé au point 3 de l'article 107. L'on dit en dehors de la session. C'est ça la question. Maintenant, on dit, si pendant la session, pour les poursuivre, il faut l'autorisation de sa chambre. Maintenant, s'il est en dehors de la session, comment on fait? La Constitution a répondu à la question. L'on dit, si l'on est en dehors de la session, aucun parlementaire ne peut être arrêté. Il faut attendre la session. Ne peut être arrêté. On ne dit pas, on ne peut pas les poursuivre. C'est l'arrestation d'un parlementaire pendant qu'il est en dehors de session qu'on doit avoir l'autorisation de son bureau. Mais les poursuites sont libres. Ah, donc on peut le poursuivre, mais sans pas l'arrêter. D'accord. C'est ça, c'est ce que dit la Constitution. Mais pour l'arrêter, il faut l'autorisation. Il faut l'autorisation. Et là, c'est lorsque le procureur a fini le travail de poursuite et qu'il y a des indices sérieux de culpabilité et qu'il faut l'arrêter. À ce moment-là, on demande l'autorisation. Autorisation au bureau. Ça, c'est en dehors de la session. C'est ça ce que dit la Constitution. Aux articles 107. Le premier volet, comme nous l'avons épinglé, c'est l'irresponsabilité de ses opinions, de tout ce qu'il fait pendant qu'il exerce. En dehors de la session, vous avez la Constitution qui dit les poursuites sont libres contre un parlementaire, mais l'arrestation est subordonnée à l'autorisation du bureau. Alors, est-ce qu'il y a un problème de sémantique? Est-ce qu'il y a un problème d'écriture, de choix des termes, ou c'est comme l'a dit le professeur Louzo Lobambi, un détournement de la pensée constitutionnelle? Le politique a détourné cette pensée dans la pratique. Je suis d'avis avec le professeur Louzolo. Nous sommes dans un pays à tendance politique très élevée. Et les politiques, souvent, qui est dans les filets de la justice, il veut faire entendre le troisième alinéa par le deuxième. Pour dire, même les poursuites, il faut l'autorisation. Non. Quand on est en dehors de la session, les poursuites ne sont pas subordonnées à l'autorisation. C'est l'arrestation qui est subordonnée à l'autorisation. Donc on peut bien poursuivre un sénateur, un député en dehors des sessions, mais on ne peut pas l'arrêter. Pour l'arrêter, il faut attendre. Puisque aujourd'hui, les gens crient, même lorsqu'il s'agit des simples poursuites, on crie, pourquoi on m'invite alors que je suis... Non, mais l'article 12 a tranché. Je vous ai dit l'article 12. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Monsieur Christian Bossembe, je vais peut-être vous faire scandaliser. Comment pouvons-nous concevoir que le mandant, qui est le peuple, soit à la disposition de la justice et non le mandataire, pour des faits qui ne cadrent pas avec les fonctions ou l'exercice du mandat? Alors aujourd'hui, dans les cadres structurels des choses, vous avez expliqué les immunités. Parlons maintenant de privilèges, parce que les gens ont envie de savoir toutes ces choses-là. Immunité parlementaire, et bien évidemment, c'est la couverture dont vous avez parlé tout à l'heure.
Mais les privilèges maintenant, privilèges de juridiction, privilèges de poursuite. Non, ici, ce n'est pas des juridictions, ici, c'est des poursuites. Je comprends. Moi, là, je pose une autre question. Oui. Je dis, qu'est-ce qu'on entend par un privilège de poursuite? Qu'est-ce qu'on entend par un privilège de juridiction? Est-ce que notre Constitution consacre ça? Ou c'est, encore une fois, des bénéfices que les politiques se donnent eux-mêmes? Non, la Constitution, à l'égard du député, prévoit les privilèges des poursuites et des juridictions. Ça veut dire, s'il commet une infraction des droits communs, même d'injure publique, qui relève de la compétence du tripé, on vous dit qu'il sera jugé en premier et dernier ressort par la Cour de cassation, qui est la sommité de nos juridictions des droits communs. Maintenant, les privilèges des juridictions, ça veut dire que pour les poursuivre, s'il est en session, il faut l'autorisation. Sans cela, les poursuites sont suspendues. Et non classées comme les poursuites sont suspendues. Parce qu'il faut remplir cette exigence d'autorisation pendant la session. S'il n'est pas pendant la session, on les poursuit, mais on ne peut pas l'arrêter. Alors, donc, un député qui est en dehors de la session, qui tamponne quelqu'un, on ne peut pas l'arrêter. On peut le poursuivre sans l'arrêter. Est-ce qu'on peut le placer en résidence surveillée? On ne peut pas. On ne peut pas le détenir non plus. Oui, puisque la résidence surveillée a été entendue par l'ancienne Cour suprême de justice comme état d'arrestation. Est-ce que là, il ne s'agit pas d'un véritable danger finalement? Figurons, imaginons-nous un cas, je suis sénateur, je détourne 15 millions de dollars de l'État, j'ai toute une chaîne qui dépend de moi, qui m'a aidé dans la commission de cette infraction-là. Il y a clameur public, vous m'arrêtez, mais vous ne pouvez pas me juger, disons, vous me poursuivez. Non, non, l'article 107 a tranché. L'on dit, sauf flagrance, s'il y a clameur publique, on t'arrête, on te poursuit, on t'arrête sans faire état de... Bon, enlevons la flagrance. Prenons le cas d'une dénonciation normale. Quelqu'un va porter plainte, non, M. Bossembe, l'honorable Bossembe, et quand il était ministre et ainsi de suite, il avait détourné 15 millions de dollars. Et ça se vérifie, effectivement, j'ai volé 15 millions de dollars. Mais si le parquet m'invite pour la première fois, et je sais pourquoi le parquet m'invite, c'est pour des affaires de 15 millions de dollars, mais vous ne voyez pas que le fait pour le parquet de ne pas m'arrêter, mais ça me permet de dissimuler toutes les preuves. Je peux donc appeler mes gens pour leur dire, mais écoutez, préparons-nous, avant que la session ne s'ouvre, bon, trouvez un moyen de dissimuler toutes les infractions, toutes les preuves. Ne trouvez-vous pas que le législateur a mis les parlementaires dans une situation de dissimuler des preuves, de les faire disparaître? Non, pas du tout. Parce que les poursuites en matière pénale répondent aussi à un principe d'opportunité. Oui. Est-ce que nous sommes dans l'opportunité de poursuivre? Mais qui juge de l'opportunité? C'est les juges, c'est les magistrats. C'est les procureurs. Les procureurs. Ouais. Dès qu'il a la dénonciation, il juge de l'opportunité de poursuite pour savoir est-ce que je vais aller au bout avec cette dénonciation ou bien ce n'est qu'un dossier vide. S'il est convaincu que les faits sont établis, parce qu'avant de vous inviter, s'il y a des dénonciations, il faut d'abord commencer les enquêtes. Il rassemble les éléments et puis il vous invite. Malheureusement, chez nous, dès qu'il y a dénonciation, sans enquête, on peut même vous inviter. Oui. Et maintenant, usant de ces immunités là-bas, ou de privilèges, on peut tomber on peut dissimuler. Oui, ouais. Or, en principe, dès qu'il y a la plainte ou la dénonciation, on ne peut pas d'office demain vous inviter. Il faut d'abord investiguer sur la plainte, avoir des éléments sur la plainte, nourrir la plainte et savoir que ce que nous voulons faire peut aboutir ou pas. Alors, si ça peut aboutir, on continue. Si ça ne peut pas aboutir, on classe la plainte. Alors, le cas Matata Tampogno, les voix se sont levées pour dire que le procureur, d'abord c'était un conflit de juridiction à un moment donné, c'est la Cour constitutionnelle qui en parle, le parquet près la Cour constitutionnelle, on dit non, c'est le parquet près la cassation, et puis après le bureau a demandé deux demandes venant de deux côtés, de la cassation et de la Cour constitutionnelle, et puis aujourd'hui c'est la résidence surveillée, et puis ce n'est plus la résidence surveillée. Il y a véritablement une cacophonie qui fait comprendre aux gens qu'il s'agit bel et bien d'un acharnement et rien à voir avec un véritable dossier judiciaire. Qu'en est-il exactement?
Oui, M. Christian Bossembe, c'est un cas de figure. S'il faut donner un point de vue objectif et scientifique, il n'y a pas d'acharnement dans le dossier Martha Pogno. Mais expliquez-nous, parce que là, il y a... Oui, mais il n'y a pas d'acharnement. Le ministère public est régi par un principe, l'unicité du ministère public. Il peut arriver que les actes contre le sénateur Martha Pogno soient posés par le parquet près la Cour de cassation, par le parquet près la Cour constitutionnelle. La question se règle à l'interne. Comme dans le cas de litispendance ou de connexité. Celui qui a déjà posé les premiers actes d'enquête, il va demander le dossier à l'autre pour parfaire, pour qu'il n'y ait pas des instructions contradictoires. En vertu du principe de l'unicité du ministère public. Ça existe. Combien de fois nous avons déjà entendu qu'il y a des poursuites? Quelqu'un se plaint à la police, il se plaint au parquet et tout ça. Est-ce qu'il y a acharnement? Non. Celui qui a plus de pouvoir, il est préféré à l'OPJ. En vertu il fait une réquisition d'informations, il prend les dossiers pour parfaire les enquêtes. Qui peut le plus, peut le moins? Oui. Alors, mais dites-moi... Maintenant, dans les cas sous examen, il n'est pas aussi question de la compétence de juridiction au parquet. Nous sommes dans la phase pré-juridictionnelle. Mais pourquoi on doit venir? Non, ce n'est pas la Cour constitutionnelle, ce n'est pas la Cour de cassation. On n'est pas encore là. Il faut attendre. Mais la phase pré-juridictionnelle, ça veut dire que qui peut entendre un sénateur? Le sénateur peut être entendu par un OPJ, peut entendre un sénateur. Comment ça, un OPJ peut entendre un sénateur? Oui, en cas de flagrance, l'OPJ t'arrête, oui, il t'entend. Mais ça, c'est la flagrance. Oui, mais c'est une audition. Le ministère public, qui constate l'infraction, il peut être un magistrat de grande instance. Tu constates une infraction à charge du député, il peut l'entendre, mais cette fois-là avec l'autorisation de son chef. Il doit informer son chef, voilà, il y a un dossier contre tel. Le chef peut dire, je t'autorise à l'entendre ou donne-moi le dossier. C'est comme ça que la question se règle au niveau interne. Parce que là, le principe, c'est l'unicité. Maintenant ici, dans le cas sous examen, Martha Pogno est poursuivi pour des faits infractionnels commis ou censés être commis pendant qu'il était Premier ministre. Mais c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Maintenant, la compétence étant d'attribution, c'est le parquet près la Cour constitutionnelle qui doit les poursuivre. Pour quelle raison? Parce que là, le problème est à quel niveau? Les faits, je ne parle de faits. Oui. Les faits sont commis, un instant, les faits sont commis pendant qu'il était Premier ministre. La compétence étant d'attribution, les poursuites doivent être ouvertes à l'office du progrès général près la Cour Cour constitutionnelle. Maintenant, à la fin des poursuites, il se posera un problème de son juge compétent, du juge naturel. Est-ce qu'on va apprécier par rapport à la personne, la compétence ou par rapport aux faits? Parce qu'en droit, la compétence des juridictions, ça s'analyse soit par rapport à la personne, compétence étude ou personnelle, ou par rapport aux faits, compétence matérielle. Est-ce que l'infraction pour laquelle il est poursuivi relève de la compétence de la Cour constitutionnelle ou de la Cour de cassation? C'est ça tout le problème. Mais justement, parce que on se dit ceci. Si l'on doit poursuivre Martha Pogno par la Cour constitutionnelle, je dis par le parquet près la Cour constitutionnelle, il n'y a pas un problème. C'est pour, oui, vous dites qu'il n'y a pas un problème, mais le problème, il n'est pas très loin. Oui. Parce que, finalement, c'est pour lever ses immunités. Oui. Alors, on va lever quelles immunités? Il n'est plus Premier ministre. Oui. Quelles sont les immunités qu'on va enlever? Les Premiers ministres... Non, pardon, ça vise le Congrès. Il faut le Congrès. Alors, on va réunir un Congrès pour enlever les immunités de quelqu'un qui n'en a pas. Non. Parce que Martha Pogno n'a pas d'immunité en tant que Premier ministre, il a des immunités en tant que sénateur. Les immunités sont des fonctions et non personnelles. Oui. Les immunités sont des fonctions, relèvent de la fonction et non de la personne. Ça veut dire, quand vous exercez les fonctions de Premier ministre,
c'est la fonction qui est couverte d'immunité, et non la personne. Donc, le Premier ministre, pour l'entendre, il faut que le Congrès autorise, comme le chef de l'État. C'est la fonction, et non la personne. Quand tu cesses d'être Premier ministre, tu restes à la disposition des droits communs. Maintenant, pendant ce temps-là, tu es sénateur. La levée des immunités, c'est votre chambre, l'Assemblée nationale, ou le Sénat, selon les cas. Maintenant, le juge compétent, la loi dit, quand on est membre du Parlement, c'est la Cour de cassation. Maintenant, ici, la question qu'on doit analyser, c'est de savoir l'effet pour lequel il est poursuivi. Relève-t-il du temps qu'il est sénateur ou du temps qu'il était Premier ministre? La compétence étant matérielle, je crois bien qu'il doit être jugé par la Cour. Par la Cour de cassation? Non, la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Oui. Mais si c'est la Cour constitutionnelle, allez jusqu'au bout avec votre logique. Oui. Si c'est la Cour constitutionnelle, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un congrès. Non. Mais comment ça, il n'y aura pas un congrès? On ne juge pas le Premier ministre. On juge qui? La personne qui a commis des faits à l'époque. Mais ça ne se dit pas comme ça dans la Constitution. Maître Dila, vous inventez. Non. Mais lisons la Constitution. Lisons la Constitution. Que dit, c'est l'article, rappelez-moi si vous pouvez vous rappeler, c'est... Sur la Cour, hein? Oui, c'est sur la Cour. Je crois que c'est là. Prenez les articles 140, 149, c'est la compétence. C'est le pouvoir judiciaire. C'est ça, l'avantage avec vous, il faut être toujours outillé. C'est pas dans les articles 100... Les membres, la Cour aussi. Oui, c'est l'article 166, voilà. Je me retrouve. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement, ça ne nous concerne pas. Donc, ce qui nous concerne ici, c'est l'article 166. Il faut le Congrès. Parce que l'on juge, ici en ce moment, selon la Constitution, il s'agit du Premier ministre, pas d'un ancien Premier ministre, mais du Premier ministre. Du moment où on cesse de... Voilà, c'est un peu comme si vous voulez juger Kabila, vous allez dire qu'on va juger Kabila à la Cour constitutionnelle. Oui. Comment ça à la Cour constitutionnelle, alors que lui, il est ancien président? Un ancien président, qui est sénateur à vie, c'est un rôle protocolaire. Oui. Il n'est plus président. Il n'est plus président. Alors pourquoi il va être jugé? Pourquoi il sera pris en charge de l'article 166 qui ne comprend que le président en exercice? Est-ce que c'est justement la question? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise, encore une fois, une mauvaise lecture? Est-ce que cette histoire, cette question, ce scénario, n'avait-il pas échappé à l'intelligence du législateur? Non, non. Je vous ai dit ici 2 éléments. Il faut se placer dans les contextes de la compétence qui est d'attribution. Est-ce qu'on juge la personne en prenant compte de son état ou on juge les faits? Lorsque je t'ai dit ici, lorsque la Constitution dit le juge naturel d'un parlementaire, c'est la Cour de cassation. Là, on parle de la personne. C'est la personne. La compétence, ici, est personnelle. L'on dit, il est jugé en fonction de sa personne. C'est la Cour de cassation. Mais lorsqu'on prend les faits, on va juger les faits. La compétence, c'est la Cour constitutionnelle. Parce que la compétence est d'attribution. Comme je t'ai dit. J'essaie de comprendre, mais c'est plutôt les écrits de la Constitution qui m'embêtent. L'article 163. Non, notre Constitution a toujours une difficulté d'avoir tout réglé, mais sans tout régler. Sans tout régler. Parce que voilà, l'article 163 est clair. L'article 163 nous donne les 2 personnes qui sont en principe justiciables à la Cour constitutionnelle. C'est le président de la République et le Premier ministre. Et ça s'arrête là. On ne nous dit pas les anciens présidents ou les anciens premiers ministres. Voilà la question que je voudrais vous poser pour prendre un autre débat. Quel est le régime pénal d'un ancien président? Quel est le régime pénal d'un ancien Premier ministre? En droit congolais,
cette question est actuelle et permanente devant les cours et tribunaux. Maintenant, l'on se réfère à l'OCJ sur les compétences et attributions pour statuer sur celui-ci ou celui-là. Ça veut dire l'ancien président de la République. Son juge naturel ne relève pas de la Constitution ici. Par contre, relève de la loi sur le statut des anciens chefs de l'État. Ok. Qui dit clairement, la loi dit clairement que c'est les juges de la Cour constitutionnelle. Alors, c'est vrai que voilà. l'on va terminer avec... C'est cette loi-là maintenant qui dit clairement que l'ancien chef de l'État, d'abord, cette loi-là, elle est très confuse, les place dans une situation d'irresponsabilité et demande même que les poursuites contre l'ancien chef de l'État soient autorisées par les congrès. Donc, M. Kabila, comme il est là, en même temps, il est au Sénat. Pour les poursuivre, il faut qu'on convoque les congrès. Est-ce que vous trouvez ça normal? Or, la Constitution n'a pas prévu une matière pareille pour convoquer les congrès. Mais c'est la loi. Oui, mais la Constitution parle de moment où l'on doit... Le seul moment où il faut appeler le congrès. Mais nulle part on parle de congrès pour... mais je te dis que c'est... Ni dans la question de Kabila. Mais je te dis, il y a une loi sur les statuts des anciens... Si, j'ai lu la loi dans mon bibliothèque. C'est ça la difficulté. Oui, mais justement, c'est même ça la grande... Maintenant, ici, il est question de la responsabilité des hommes politiques congolais face à la complaisance pour plaire. Cette loi a été taillée sur mesure pour plaire à M. Kabila. Parce que cette loi est en front avec la Constitution. Elle est anticonstitutionnelle. Ça ne peut pas marcher. Elle est en front avec la Constitution. Mais c'est une loi qui est dans notre arsenal juridique. Alors, on va terminer pour prendre notre vrai débat sur la 4e République. Juste une partie d'ailleurs. Que devient Matata Mponyo en ce moment? Sous quel régime se trouve-t-il? Il est sous les poursuites du parquet général. Il est sous le régime de poursuites. Et c'est suffisant? Oui, mais puisque quand il est sous les poursuites, le parquet peut l'inviter à tout moment, suivant l'évolution du dossier, pour qu'il réponde des actes pour lesquels il est poursuivi. Mais là, c'est beaucoup plus grave parce que si les faits sont établis, ben, il n'aura plus beaucoup de chance. Si les faits sont établis, le parquet va demander maintenant l'autorisation de l'arrêter ou de le mettre en résidence surveillée sur le dossier qui est sur la table du procureur général. Alors, et s'il n'est jamais déféré devant son juge naturel, condamné, mais ça aura été la carte jouée pour lui. Alors, la 4e République, au regard de toutes ces faiblesses, au regard de toutes ce qui paraît comme incongruité dans notre Constitution, est-ce que il est ce moment de parler de la 4e République ou simplement de renforcer l'État dans ses faiblesses? Monsieur Christian Bossembe, il faut du courage. Il faut du courage face à l'histoire. Il faut du courage politique pour orienter les choses dans le bon sens. Cette constitution porte les germes des crises qui avaient été mises sur table pour discuter et trouver solution. Mais elle porte encore les germes des crises et que son application de 2006 à ce jour relève que cette constitution est dépassée. Comment ça dépassé? Vous n'êtes pas sévère? Non, elle est dépassée. Est-ce que c'est nous qui n'avons pas la culture constitutionnelle que nous la trouvons dépassée? Parce que la Bible, par exemple, on ne change pas un verset de la Bible parce que les gens pêchent trop. C'est aux gens de se convertir, de ressembler à la Bible. Et peut-être c'est à nous de ressembler à la Constitution et non l'inverse. Non, la Bible, c'est l'œuvre de Dieu qui relève de la perfection. Par contre, la Constitution relève de l'être humain
et par conséquent relève de l'imperfection. Donc elle est toujours imparfaite, mais aujourd'hui notre constitution est dépassée. Donnez-nous des éléments de points qui font que cette constitution soit dépassée. Elle est dépassée parce que l'article 220 est déjà déverrouillé. J'aime quand vous faites des révélations, mais on va lire. Oui. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Oui. Alors, je te en dis quoi que est-ce que c'est dépassé? cette En quoi est-ce que c'est déverrouillé? Cette constitution est déverrouillée. Je prends mon secteur. Vous faites des révélations graves, hein? Oui, je t'ai dit que c'est dépassé. C'est la raison pour laquelle nous militons pour qu'on passe à la 4e République avec responsabilité. Allons-y. Vous êtes dépassé comment? Pardon, déverrouillé comment? Expliquez. La Constitution tient dans ses dispositions intangibles. C'est même le socle de la Constitution. C'est ça. Lorsque cette disposition a déjà sauté, il faut s'assumer. Dire que nous voulons maintenant passer à la 4e République, ou bien nous sommes déjà dans la 4e République, ou nous sommes dans une transition de fait. Lorsque l'article 220 dit ce qui suit, alinéa 2e, est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. C'est quoi les prérogatives des provinces? Nous prenons, je prends un article, l'article 172, je crois, non, 175, alinéa 2e. Le budget des recettes et des dépenses de l'État, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. Oui. La part des recettes à caractère national allouée aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source. Ça, elle est retenue à la source. À la source. En place, aujourd'hui, on n'a pas appliqué ces droits reconnus à la province. On lui rétrocède. On lui rétrocède. Et il y a des impayements partout. On ne paye pas les assemblées ou les députés de promotion. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rétrocédé les recettes. Là, c'est une violation de la loi, pas un dépassement. Non, de la loi, pas un déverrouillage. Mais quand on dit on ne peut pas, mais en pratique on fait autre chose. On a violé, mais on n'a pas déverrouillé. C'est déverrouillé. Puisque à la place, on a déverrouillé des faits. Je te dis ici. Ah oui, des faits, oui. On dit retenu à la source. Mais ici, la pratique, c'est retrocéder. Est-ce que nous sommes dans la Constitution? Nous ne sommes pas dans la Constitution. Mais ça ne veut pas dire... Alors, c'est l'article... Si. L'article 220... Notre article est peut-être transgressé, non, mais il n'est pas déverrouillé. Déverrouillé, mais pour que ça... Oui, des faits, oui, je suis d'accord. Mais nous, on ne parle pas des faits, on parle des pratiques, de faits. Même si c'est les faits. Oui. Hein? C'est les faits qui créent les droits, et non les droits qui créent les faits. Je suis d'accord avec vous. Alors maintenant, nous sommes encore dans la 3e République, avec ces droits de province. Nous avons, dans ce pays, la loi prévoit comment être organisées les provinces. Vous avez des assemblées qui éjectent leurs gouverneurs, mais réhabilités par le ministre de l'Intérieur. Oui, mais là, c'est la faiblesse des hommes, encore une fois. Est-ce que vous confondez la faiblesse des hommes, la faiblesse des institutions, les droits, à la volonté de la 4e République? Nous parlons des droits. Parce que nous pouvons aller à la 4e République et avoir les mêmes erreurs. Non, je t'ai dit d'abord,
les droits. Je suis bien d'accord avec vous. Les droits. Ici, c'est intangible. Quand on sort de la Constitution, dans son article verrouillé, dans son article phare, assumons-nous. S'il faut s'assumer, il faut faire quoi? Mais il faut passer à la 4e République. Qu'est-ce qu'il y aura dans la 4e République par rapport à ça? Juste par rapport à cette disposition-là, qu'est-ce qu'il y aura dans la 4e République? Dans la 4e République, nous aurons d'abord la forme de l'État qui n'est pas ici. On aura quoi comme forme républicaine de l'État? Nous avions la forme unitaire de l'État. À la CNS, il y a eu deux courants. Les unitaristes d'un côté, de l'autre les fédéralistes. Le fédéraliste avait gagné. On avait élaboré une constitution de la République fédérale du Congo. C'était la forme de l'État. Dans cette constitution... qu'on n'a jamais appliqué. Qu'on n'a jamais appliqué. Dans cette constitution, on n'a pas la forme de l'État. Dans cette constitution, on n'a pas la forme de l'État. Non, comment ça, on n'a pas la forme de l'État? Nous ne sommes pas nés dans l'État unitaire, oui, ni dans l'État fédéral. Attendez, maître Di, attendez, on va lire la loi. On va lire la loi, c'est... L'article 1er. Oui, l'article 1er. Il ne le dit pas. Oui. La République démocratique du Congo est dans ses frontières un État de droit indépendant, souverain, uni et indivisible, social-démocratique et laïque. Ça ne dit pas. Attendez. Il n'y a pas. Tout constitutionnaliste sérieux te dira que la Constitution n'a pas de forme. Ou c'est moi qui ne vois pas. Parce non, il n'y a pas. Je suis peut-être... non. Je suis peut-être... Monsieur Christian Bossembe, vous êtes un juriste pointu. Non, là, certainement, je suis corrompu par vous, quoi. Non. C'est pourquoi je ne vois pas. Non, pas. Mais nous avons ici des... Mais quelle est notre forme républicaine? Attendez, notre État, c'est quel? Maintenant, l'analyse des constitutionnalistes, oui. Ils vous disent, nous sommes dans la forme régionalisée, qui emprunte de l'unitarisme un peu et du fédéralisme un peu. Ça veut dire que nous avons les provinces avec leur autonomie de gestion. Ça, c'est purement le fédéralisme. L'unitarisme, vous avez le contrôle du ministère de l'Intérieur sur les provinces. Non. Assumons-nous. Prenons la forme de l'État. Et ce sera quoi la forme de l'État dans la 4e République? Les Congo, nous sommes chantres de l'unitarisme. Il faut qu'on revienne à l'unitarisme. Oui, c'est la forme qui convient à l'État. Mais il y a beaucoup de dérives dans l'unitarisme. Non. On tombe généralement sur la concentration du pouvoir au niveau central. Si nous sommes dans l'unitarisme, c'est la communication qui a posé problème qu'on tombe dans la concentration exiguë du pouvoir. Parce que celui qui est à Kabé-Kamanga maintenant, comme administrateur du territoire, n'a pas les moyens de communication de son chef hiérarchique ici à Kinshasa. Ils n'ont pas de courant. C'est un problème de communication. Alors, le système politique doit être lequel? Maintenant, à part la forme de l'État, les régimes politiques, on ne l'a pas aussi. Comment ça on appelle le système politique? Je te dis, on n'a pas. Non, mais attends, comment d'abord on comprend un système politique? Mais nous comprenons le système politique comme soit de la dictature, soit de la démocratie. Nous, on est en démocratie. Et puis, il y a le régime politique, soit on est semi-présidentiel, présidentiel ou... Mais quel est notre régime politique? Les constitutionnalistes sont d'accord avec nous qu'il s'agit d'un régime semi-présidentiel. Mais quand on prend les éléments de ces régimes politiques, nous trouvons quelques éléments dans la Constitution, mais le pouvoir est entre les mains du chef de l'État, malheureusement. Le Premier ministre devient figurant. C'est ainsi que un des constitutionnalistes corrompus par le pouvoir vous dira primo ministériel. Bien sûr. Pourquoi? Puisque pour lui, il estimait que le Premier ministre avait plus de pouvoir. Mais parce qu'il tient le président à l'État. Non, pas il y a le contre-saint qui doit finalement agir. Sans le contre-saint, beaucoup d'acteurs du président sont nuls. Maintenant, écoutez. Alors, écoutez. Le Premier ministre qui tient le président en État, il est incapable de convoquer les réunions du Conseil des ministres. Son conseil à lui, son gouvernement à lui. On est bien d'accord. Les actes du gouvernement est bicéphale, avec des têtes. Mais c'est le Premier ministre qui engage sa responsabilité devant le Parlement national. Est-ce que c'est sérieux? C'est vrai qu'il y a beaucoup nous devons avoir le courage de dire nous avons une conscience de belligérants
qui portent les germes de crise. Alors, les crises actuelles on nous a juste sont dans la 5 Constitution. minutes pour faire 50. Comme ça, on peut continuer. On va terminer à 50. Dites-nous, je voudrais, selon moi, je suis bien d'accord avec vous sur la J'ai pris seulement 3 éléments. Oui, prévenons sur les raisons qui militent. Oui. L'article 220 a déjà sauté. Et la pratique aujourd'hui est contre les games. Donc, par la pratique. Hein. Il faut la beauté du texte s'assumer. Trahi par la pratique. Oui. Mais alors, prenons maintenant, je dis, nous n'avons pas la forme de l'État, ni le régime défini dans la Constitution. Parce que pour appliquer un programme gouvernemental, il faut avoir une forme de l'État dans laquelle vous devez évoluer. Mais on n'a pas la forme. Aujourd'hui, la compétence entre les provinces et les pouvoirs centrales, il y a des conflits de compétences. Maintenant, celui qui a meilleure position domine les autres. Est-ce que vous êtes prêt à faire un débat avec un autre juriste sur la question? La science, un débat scientifique, oui, pas politique. Ok. Alors, revenons sur le régime politique. Quel est le régime politique que nous allons amener à la 4e République? Dans la 4e République, nous voulons l'unitarisme avec comme régime politique le présidentiel. Quels sont les inconvénients du système présidentiel? Toutes les personnes à qui j'ai parlé de cette histoire m'ont dit, écoutez Christian, le présidentiel il est bon, mais nous risquons de tomber dans la moboutisation ou tomber dans la confiscation du pouvoir. Voilà pourquoi on évite qu'on ait un premier, disons, un système présidentiel. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces inquiétudes-là? Monsieur Christian Bossembe, lorsqu'on parle science, on enlève les gants pour se frotter aux théories et aux méthodes scientifiques. Lorsque nous tombons dans l'unitarisme, vous avez l'État qui doit exister avec son architecture sur l'ensemble du territoire. On doit avoir l'unité de commandement. Une seule unité de commandement. Mais ici, quand vous avez le Premier ministre, un élément qui vient fragiliser le commandement de l'architecture de l'unitarisme. Il a des pouvoirs séparés du président et il lit le président par les contre-saints. Or, la politique du gouvernement, c'est décidé entre le Premier ministre et les chefs de l'État. Mais qui est élu au suffrage universel pour appliquer son programme? Le président. Pourquoi ne pas s'assumer? Moi, je suis bien d'accord qu'on ait la forme, qu'on soit homme ou femme. Et non, on est homosexuel, politique. Ou tout simplement hybride, on ne sait pas qui vous êtes exactement. Oui. Mais vous pensez à un système présidentiel. Est-ce que vous pensez que dans un système présidentiel, on va faire comme l'Amérique? Quel est le pays modèle, selon vous, sur le système présidentiel? Les États-Unis d'Amérique, c'est donc on aurait le modèle parfait, rationalisé. On aura donc un Premier ministre, pardon, un vice-président? Oui. Et c'est lui le dauphin du président? Oui. Et le Sénat, qu'est-ce qu'il fera en ce moment-là? Le Sénat? On va le supprimer. Mais le Sénat va rester pour jouer son rôle de deuxième lecture. Puisque la Chambre basse, c'est une Chambre hautement politique. Oui. Dans l'ambiance politique, on peut faire tout passer. Mais le Sénat peut être là pour un peu tamiser. Mais oui, ok, je vois. Pour un peu refaire les choses dans un cadre moins réduit. Et puis... Mais en cas de conflit, c'est toujours l'Assemblée qui l'emportera. Ou alors, maintenant, puisque vous déverrouillez ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Oui. Avant qu'on puisse avoir les points de vue prépondérants de la Chambre basse, vous avez la commission paritaire qui doit statuer pour harmoniser les points de vue. Oui. C'est en cas d'échec qu'on peut avoir le point de vue de l'Assemblée, puisque là, c'est politique. Ok, mais pourquoi avoir alors à quoi ça sert le Sénat dans ce cas? Le Sénat, c'est toujours bien dans une démocratie qui se veut aérée. Oui. Avoir une deuxième... Mais quand il y a conflit, on fait comment? Oui. Le conflit est toujours permanent dans toutes les institutions. On doit avoir un mécanisme de règlement des conflits. Quand on veut gérer une république, nous ne sommes pas au ciel. Nous sommes sur la terre. Nous gérons les humains et les structures. Il y aura conflit. Maintenant, c'est la capacité de mise en place d'un règlement des conflits qui doit être qui doit exister. Alors, Maître Bi, on a terminé cet entretien.
mais seulement que nous avons gardé 3 points fondamentaux et puis les restes, on va en parler prochainement. Non, dans la Constitution, si nous commençons à analyser les grandes lignes de la Constitution, il est dépassé. Voulez-vous qu'on fasse un autre jour, une émission comme ça, uniquement pour questionner, interroger les faiblesses de notre Constitution? Oui. Très bien. Pourquoi? Puisque d'abord, je vais jeter par là. Dans un pays à reconstruire ou à construire, nous n'avons pas un pays à reconstruire, mais à construire. Parce que depuis 1960, quand vous êtes loin de la capitale, vous êtes dans une zone de non-État. Il faut construire l'État. On ne peut pas donner au chef de l'État un mandat incapable d'appliquer son programme. Pourquoi? Dans cette constitution ici, vous avez des parlementaires qui sont des vacanciers par nature. Ils ont 6 mois de travail et 6 mois de vacances. C'est totalement inadmissible en tout cas. Mais ils sont payés par l'État, pourquoi? Pourquoi l'État les paye? Des vacanciers par nature. 6 mois de travail, 6 mois de vacances. Et ils sont aux États-Unis, ils sont en vadrouille, mais ils sont payés par l'État. Mais ceux qui travaillent au quotidien non payés. Quand il faut faire des réformes, mais eux, ils sont en vacances. Quand on est élu pour un mandat de 5 ans, l'année qui commence de mise en place des institutions, déjà ils partent en vacances 6 mois. Mais vous avez des réformes à faire. Comment on va les tenir? Il faut allonger. Alors s'ils veulent rester vacanciers, on doit avoir un mandat septennat. Alors, donc vous pensez dans la 4e République, c'est les mandats de 7 ans. Mais puisque vous avez des vacanciers, les réformes passent par la chambre, des chambres du Parlement. Mais quand ils sont en vacances, comment vous allez faire des réformes? Puisqu'on dit qu'il faut modifier les lois. Il faut plutôt réduire leur temps de vacances. S'il faut réduire le temps de vacances, le mandat peut être de 5 ans. Si on doit s'accrocher à leurs vacances pour rester dans les gestions classiques, comme partout ailleurs, là il faut avoir le courage de dire nous voulons un mandat de 7 ans. Mais aux États-Unis, votre pays modèle, qui est le mien aussi d'ailleurs, ils n'ont pas 7 ans de mandat, ils ont 4 ans. Les États-Unis, c'est un pays qui a des infrastructures, qui a traversé des siècles, qui fonctionne normalement. Je te dis, quand on quitte Kinshasa ici, ou même à Kinshasa ici, certains quartiers sont déconnectés du ministère de l'Intérieur. Comment voulez-vous que dans pareil état, le cadre de communication est très important dans la gestion de l'État? Dis, moi je suis chef de quartier de Benzal. Il y a un cas d'insécurité dans mon quartier. Je suis incapable de communiquer avec l'autorité pour une intervention rapide. Le temps que prendra la communication pour arriver à atteindre l'autorité, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, si nous voulons prendre en considération nos propres réalités, la 4e République doit avoir un mandat présidentiel de septennat. Très bien. On a terminé, on va se lever pour terminer cette émission. Merci beaucoup, Kanta Bilinga Edi. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe et vous êtes en même temps un collaborateur très proche du courant de la 4e République. Et vous êtes cofondateur, on va dire. Vous parlez du courant le septennat, le système présidentiel, la forme de l'État, que vous voulez unitaire, que nous voulons d'ailleurs unitaire. Et alors, mais est-ce qu'il est important maintenant de faire des colloques, de faire des ateliers, de faire des conférences? Parce que il faut commencer à annoncer ça au peuple, que le peuple commence à intégrer ça, à voir les incongruités qu'il y a dans ce qu'ils appellent comme constitution, et pour qu'on ait autre chose. Est-ce qu'il faudra changer la constitution alors dans ce cas? Non, mais il faut la changer carrément. Non, pas modifier. Il faut la changer. Il faut la changer. Il faut la changer et passer à la 4e République. Avec une nouvelle constitution. Pourquoi? Monsieur Christian Bossembe, lorsque les réformes de la société ont pour fait générateur les ambitions et les positionnements politiques, on ne fera pas long fait. Alors, ce débat de la 4e République doit être un débat citoyen. Il faut des colloques. Il faut des débats scientifiques. Pourquoi? Je vais vous faire rire. À la veille du vote du référendum de l'actuelle constitution, tu sais qu'on avait interdit le débat à l'université, d'en débattre, pour faire savoir aux savants
ou à l'élite congolaise, voilà ce qu'on a de constitution. Je vais te faire rire. L'État congolais sur la souveraineté. L'on dit ici, l'article 9, l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviaux, lacustres et maritimes congolais, ainsi que la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Ce sont bien, mais ce n'est pas son bien. Ce sont bien. Mais il exerce une souveraineté permanente. Non. Les sols, les sous-sols appartiennent à l'État. Ce sont bien. Il peut en disposer. Lorsqu'on dit on exerce une souveraineté permanente, on gère pour qui? C'est tout ce qu'on a comme aujourd'hui des difficultés de gouvernance. Mais il y a une chose qui me fait rire aussi. Pourquoi c'est dans la Constitution qu'on trouve la question comme la CENI, la dette? C'est parce qu'on veut tout. On avait en tête la question de régler une crise politique. Et pour garantir les uns et les autres, on a tout mis dans la Constitution. Mais pas de crise sociale. Crise sociale, non. Ça c'est l'affaire de allez-y, vaquez à vos occupations. Non, c'est notre affaire de positionnement et des ambitions politiques. La loi, on va terminer, il y a l'article 17 ou 18. Je vais voir. Voilà. Voilà. Ici, il est dit clairement que la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention est l'exception. Oui. Ça, c'est le principe. Le principe, oui. Mais quand on arrête quelqu'un pour motif de viol, ou quand on apprend tout simplement que c'est une affaire de viol, on l'arrête d'abord et la liberté devient une exception. Et quand on pose la question, pourquoi on dit non, mais il faut laisser cette loi-là comme ça. Mais à un moment donné, je me dis, mais puisqu'on ne veut pas s'assumer, quand on s'assume dans une société, tout le monde doit être libre. Comment ça va se régler la question de... Donc la détention doit être une exception. Ça veut dire il faut qu'il y ait des indices sérieux de culpabilité qui résultent d'une enquête objective. Mais ici... un simple soupçon. Non, pas soupçon. Une plainte. Il m'a escroqué. Dès qu'on te convoque à la police ou au parquet, c'est pour t'arrêter. Sans enquête. Pour vérifier sur l'évidence même des faits mis à charge. Nous sommes maintenant dans une situation inverse. La pyramide inversée, ça veut dire la détention devient le principe. Quand tu vas au parquet, quand tu vas à la police, sur 10 dossiers qui arrivent, la détention est proclamée sur 9. Donc, la pratique contredit la réalité. Contredit la règle. La règle, allais-je dire. Très bien. Alors, je crois qu'il faut qu'on prenne un rendez-vous pour expliquer la loi. Oui, ce débat, je t'ai dit, les courants qui forment la 4e République, nous devons penser à pousser cette constitution à être changée puisqu'elle est dépassée. Merci beaucoup, Maître Di Kantabilinga. Je rappelle qu'on a fait plus de 50 minutes comme prévu, mais je crois qu'on n'a pas voulu vous fatiguer étant donné que l'émission est beaucoup plus scientifique et pédagogique. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Merci. Bon anniversaire de mariage. Nous nous sommes mariés le même jour. Le même jour. Ah, c'était aujourd'hui. Le 27 mai. C'est Christian Bossembe. À l'occasion, j'ai dit, Maman Christelle et Christian Philippe, je vous aime beaucoup, je vous embrasse. Que ce jour soit le renouvellement de l'amour. Que ce jour soit le couronnement de tout ce qu'on avait rêvé, que la force nous revienne pour affronter encore les horizons qui sont devant nous. Et moi, je le dis aussi à Immaculée et à Madame Sharon, tout le plaisir du monde, tout le bonheur, et que ça se passe très bien. C'est vrai, c'était le même jour. Le même jour. Je me rappelle. Alors, mesdames et messieurs, merci. Je vous retrouve très prochainement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la peur quitte